Le projet de loi portant programmation militaire pour la période 2016-2020 a été adopté aujourd'hui à l'unanimité par le Parlement. Il a été défendu par le ministre chargé de la Défense. Le projet vise à renforcer les capacités des forces armées en moyens humains, matériels et financiers. 2016 ne pouvait pas mieux débuter pour les automobilistes. Le litre du super a encore chuté depuis le 1er janvier. Le litre est passé de 620 à 600 francs CFA, soit une réduction de 20 francs CFA. 72 heures après le jour de l'an, les travailleurs se sont-ils remis de l'euphorie et la fièvre des fêtes? L'une de nos équipes a effectué une visite inopinée dans certaines administrations et chez des particuliers pour constater l'effectivité ou non de la reprise des activités. Et puis, à l'étranger, après avoir rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran, l'Arabie Saoudite va adopter de nouvelles sanctions contre son grand rival du Moyen-Orient, annonce faite ce lundi par le ministre des Affaires étrangères du Royaume, Adel Al-Jubeir. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Dans ce journal, nous irons également à Berlin échanger avec l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en Allemagne. L'ambassadeur Adom Kakou nous en dira un peu plus sur la mystérieuse mort de l'international ivoirien Steve Gouhouri, dont le corps sans vie a été retrouvé il y a quelques jours dans le Rhin, près de Düsseldorf. Entretien téléphonique à suivre dans quelques minutes. La défense et la sécurité, la politique, l'économie, l'emploi, la société, la révision de la Constitution, bref, tout ce qui touche à la vie de la nation a été évoqué, souvenez-vous, jeudi dernier par le chef de l'État. C'était à la faveur du discours de fin d'année. Eh bien, cette allocution télévisée du président de la République le 31 décembre a fait réagir plus d'un, notamment toute la classe politique, un point qui a cristallisé toutes les attentions, bien sûr la libération de plusieurs détenus. Je vous propose ce soir les réactions du MFA, du PIT, du FPI et du RPCI, des réactions recueillies par Michel Digré. Sur le plan politique, c'est là qu'on l'attendait le plus, il a annoncé que nous allons revoir la Constitution et que, une fois la Constitution revue, elle sera soumise à référendum, donc, disons, au peuple. Ça, c'est une avancée démocratique aussi. C'est très bien. J'ai apprécié cela. Que nous allons extirper de la Constitution tous les éléments confligènes pour nous donner une Constitution maintenant qui doit pouvoir régir les Ivoiriens sur une longue période. Nous sommes prêts, au RPCI, à apporter notre contribution à l'élaboration ou, j'allais dire, au nettoyage de cette Constitution. Pour nous, Parti ivoirien des travailleurs, l'aspect emploi est une préoccupation pour nous. Donc il faut que ce discours du président de la République, qui, je le dis, est rassurant, soit effectivement mis en pratique, dans les faits, et que le nombre d'emplois créés soit augmenté pour qu'il y ait moins de chômeurs en Côte d'Ivoire. Il a pris des actes par rapport au relèvement du salaire des travailleurs, le SMIC, le salaire des fonctionnaires a augmenté, mais il faut faire davantage. Il faut faire davantage parce qu'il y a un point sur lequel nous restons sur notre faim, c'est le coût de la vie pour les Ivoiriens. Et nous pensons qu'à ce niveau, le président de la République et le gouvernement doivent faire davantage d'efforts pour que ces acquis économiques se traduisent véritablement dans le quotidien des Ivoiriens, notamment dans le panier de la ménagère, afin que l'Ivoirien puisse véritablement se nourrir, se vêtir, se soigner. On nous a annoncé 3100 prisonniers de droit qui seront graciés. Cela signifie qu'il s'agit de ceux qui ont déjà été condamnés. Or, de nombreux prisonniers n'ont pas encore été jugés à ce jour, malgré une détention prolongée. Notre objectif, notre souhait, c'est que le président de la République prenne en compte toutes ces situations et que nous nous engagions avec détermination dans la résolution de ces problèmes qui constituent des freins à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Il y a la question du foncier rural, qui est quand même une question épineuse. Et je crois que le président a donné des pistes de solutions. D'abord, mettre une structure en place pour accélérer les questions du foncier rural, parce que ça fait déjà des décennies que la loi a été votée, mais son application sur le terrain demeure très faible. Et je pense que le fait de vouloir réduire les coûts et simplifier les procédures, je pense que ça doit permettre d'ici peu
vraiment d'avoir des résultats tangibles sur la question des fonciers qui souvent posent des grands problèmes et qui sont source de conflits. Le projet de loi portant programmation militaire pour la période 2016-2020 a été adopté aujourd'hui. Il a été entériné à l'unanimité par la Commission de la sécurité et de la défense de l'Assemblée nationale. Le projet, défendu par le ministre chargé de la Défense, vise le renforcement des capacités des forces armées en moyens humains, matériels et financiers. L'éclairage d'Abou Sanogo. Les autorités Le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2016 à 2020, adopté à l'unanimité par la Commission de la sécurité et de la défense de l'Assemblée nationale. C'est une première dans la sous-région. Présenté par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, ce projet de loi est un instrument de réforme de l'outil de défense. Il est composé de 20 articles et consacre la mise en cohérence des forces armées de Côte d'Ivoire, notamment avec le contexte géostratégique en vue d'atteindre le statut de pays émergent à l'horizon 2020. Par ailleurs, le projet vise à renforcer les capacités des forces républicaines de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale en moyens humains, matériels et financiers. L'Assemblée nationale, à travers sa commission, vient d'adopter une loi de programmation militaire qui fixe les objectifs, mais aussi le cadre budgétaire de gestion, n'est-ce pas, des dépenses des forces armées de Côte d'Ivoire. Et cela est tout à fait salutaire parce que le président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, a dit dans son adresse à la nation que les forces armées ivoiriennes doivent aussi prendre le train de l'émergence et devenir une armée émergente à l'horizon 2020 avec un militaire nouveau, un esprit nouveau. Donc cela passe par donner des moyens aux militaires pour qu'ils puissent assumer leur mission en toute quiétude. Les groupes parlementaires du Rassemblement des Républicains, du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, ainsi que la Commission de la sécurité et de la défense de l'Assemblée nationale, se sont déclarés favorables à cette loi. C'est une grande première et qui fait que la Côte d'Ivoire achève donc la reconstruction de son armée, de son outil de défense, et puis très certainement aussi de son système de sécurité. La loi de programmation militaire 2016-2020 fera passer les effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire de 41 515 hommes en 2015 à 40 000 hommes en 2020. Pour atteindre les objectifs de la loi et réussir la réforme de l'outil de défense, le budget cumulé à allouer sur les 5 ans est de 2 254 milliards de francs CFA. On en vient à ce retour au bercail pour 26 Ivoiriens qui vivaient au Gabon. Ils sont rentrés samedi à Abidjan. Ils ont été expulsés de leur pays d'accueil, faute de papiers de séjour en règle. Le gouvernement ivoirien a tout mis en œuvre pour permettre à cette venue. Le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur les a reçus ce lundi au plateau pour leur souhaiter bien sûr la bienvenue chez eux. Hamza Diaby. Expulsés du Gabon depuis le 21 décembre dernier, ces 26 Ivoiriens sont à Abidjan depuis le 2 janvier 2016. Ils n'avaient aucun document de séjour en règle. Leur rapatriement a été favorisé par le président Alassane Ouattara à travers le ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur. Autant la Côte d'Ivoire est à vos côtés, quand vous êtes en détresse et en souffrance, c'est le lieu aussi de vous sensibiliser davantage. Bienvenue au pays. Mais aussi que vous soyez aussi les porte-voix et les messagers auprès de nos compatriotes qui sont tentés par cette volonté certainement à s'expatrier, de s'assurer dans quelles conditions ils s'expatrient. Est-ce qu'ils s'expatrient par rapport aux lois des pays qui les accueillent? Maintenant qu'ils sont rentrés, ces Ivoiriens sollicitent une assistance de l'État. En quittant le Gabon, on n'a pas été averti, on a tout perdu. Ici, on ne peut pas énumérer tout ce qu'on a perdu. Nous profitons du micro pour solliciter de l'aide dans le domaine du logement, du travail et peut-être avoir pourquoi pas une couverture médicale. Ce que l'État a fait jusqu'alors pour les personnes qui étaient en détresse, je répète en détresse, et qui sont revenues en Côte d'Ivoire, c'était d'essayer d'apporter un appui pour les aider à la réinsertion. Cet appui, de concert avec le ministère en charge de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, se charge d'apporter un appui pour leur permettre de retourner en famille et de vivre une vie normale. C'est ce qu'on fait. Vivre une vie normale, c'est ce que va tenter de faire Adama Bamba, couturier. Il résidait depuis 4 ans à Libreville. Aujourd'hui, c'est les mains vides qu'il retrouve sa famille.
Je suis découragé, mais on prend ça, on met tout en prière. Parce que si on va reprendre, on va voir ce qu'il faut faire pour l'aider, pour qu'il puisse au moins reprendre sa vie ici. Samedi soir, je suis allé le chercher et le ramener à la maison. Bon, alhamdoulilah, chez moi, il n'y a pas de problème. Il est bien arrivé, sain et sauf, c'est l'essentiel. Sain et sauf, et surtout content d'être retourné dans son pays. Je suis vraiment heureux d'être chez moi. Nous sommes sortis pour aller chercher, avoir une bonne vie. Mais puisque maintenant, la Côte d'Ivoire est de retour, et c'est que c'est sûr que mon pays est le meilleur pour reprendre le travail aujourd'hui même. Cette expulsion des Ivoiriens du Gabon est la deuxième en 6 mois. La première avait eu lieu en juillet dernier et elle concernait une dizaine de personnes. Cependant, plus de 7000 Ivoiriens y vivent en situation régulière. Premier lundi de l'année, passé les fêtes, le travail reprend, les activités officielles aussi. Ce matin, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a organisé à la cité administrative du Plateau sa traditionnelle montée de drapeau. À l'occasion, le ministre Sidi Touré a offert au nom de l'UNICEF des véhicules au ministère de l'Éducation nationale et celui de la Santé et de la lutte contre le sida, des moyens pour renforcer l'efficacité de ces départements dans l'opérationnel. On fait le point avec Koné Pargassoro. L'Abidjanaise, entonnée par des membres du gouvernement, conduit par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et par des agents et fonctionnaires de l'État. Cité administrative au Plateau, il est 7h30 ce premier lundi du mois de janvier et donc de l'année 2016. En réitérant le salut aux couleurs en ce début d'année, le ministre Sidi Touré entend inculquer aux différentes administrations publiques et privées l'importance de cet acte civique. Après le salut aux couleurs, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a offert au nom de l'UNICEF des véhicules de type 4x4 au ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et aux scouts catholiques de Côte d'Ivoire. Ces véhicules, selon le ministre Sidi Touré, permettront d'améliorer la mobilité des équipes chargées de la mise en œuvre de l'initiative All-In, initiative qui vise à renforcer la prévention de l'infection à VIH chez les adolescents et les jeunes. L'UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine, bénéficie du soutien du Fonds mondial pour le développement des villes, FMDV. Les deux organismes viennent de signer une convention à Paris. Cet appui s'inscrit dans la réalisation de différents projets communautaires au profit des populations de l'espace UEMOA, des projets pour améliorer leurs conditions de vie. Mamadou Kouassi. Une signature et une poignée de main pour confirmer cette nouvelle union. L'UEMOA et le FMDV, Fonds mondial pour le développement des villes, s'engagent dans un partenariat technique et économique dans la prise en charge des besoins des populations issues des collectivités territoriales de l'espace communautaire. Le FMDV, avec son expertise dans la recherche de financement, va accompagner l'UEMOA dans la réalisation des différents projets dans les secteurs de l'énergie renouvelable, la santé, l'eau potable et l'éducation. J'ai l'intention de faire un document qui va relever les 100 bonnes pratiques de l'Afrique pour lesquelles nous pouvons tous être fiers puisque ça apporte des résultats. Et ça, je vais le mettre en pratique très rapidement avec le président de l'UEMOA. Nous avons l'intention de préparer ces documents. Vous avez des choses fantastiques qui se passent en Afrique. Moi, je veux que le monde le sache. Pour le président de la commission de l'UEMOA, cher Agibou Soumaré, le développement à la base, avec la contribution des populations elles-mêmes, constitue la véritable clé de lutte contre la pauvreté. Nos collectivités territoriales doivent s'appuyer sur les collectivités territoriales du Nord et ensemble bâtir quelque chose autour de la préoccupation des populations. En plus du FMDV, cher Agibou Soumaré, président de la commission de l'UEMOA et sa structure, ont reçu le soutien de la SABER, une organisation sous-régionale pour la réalisation d'un projet de création d'une centrale solaire. Coût du projet, 40 milliards de francs CFA. Toutes ces initiatives de l'UEMOA pour contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie des populations et la gestion du développement local est confiée au CCT, Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, dirigé par l'Ivoirien Albert François Amicha. Kinapara Koulibaly, le nouveau directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement Bénet, a officiellement pris fonction aujourd'hui. Il a reçu ce lundi les charges de sa fonction des mains de son prédécesseur Pascal Krakofi. La cérémonie de passation de charges a vu la présence du secrétaire général adjoint de la présidence de la République Philippe Séré-Eiffel. Le compte-rendu de Christelle Honda, Michel Touré et Koné Pargassoro. Kinapara Koulibaly,
nouveau directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, Bennett, a pris fonction ce lundi 4 janvier 2016. Il succède ainsi à Pascal Karakofi, en poste depuis 2011. Kinapara Koulibaly entend poursuivre l'œuvre entamée par ses prédécesseurs. Le directeur général entend également élaborer un nouveau plan stratégique pour la période 2016-2020. Nous nous attellerons rapidement à élaborer un nouveau plan stratégique autour de la vision suivante. Le BNET est un bureau international de conseil et d'ingénierie, outil de développement de référence et pôle d'expertise de haut niveau, partenaire technique incontournable de l'État de Côte d'Ivoire, son client privilégié. Avec comme objectif stratégique de renforcer la position du BNET au cœur de l'action gouvernementale, d'accroître la productivité, l'efficacité et la rentabilité du BNET et d'améliorer la satisfaction des clients. Âgé de 38 ans, Kinapara Koulibaly, polytechnicien, a occupé récemment le poste de directeur général adjoint du BNET. Selon le ministre Jean-Claude Kouassi, président du conseil d'administration du Bureau national d'études techniques et de développement, cette nomination s'inscrit dans le cadre du rajeunissement des cadres prônés par le président de la République, Alassane Ouattara. La ville de Bouaké a démarré l'année dans l'effervescence. Une fête sur initiative du chef du Parlement a été offerte aux populations du centre du pays. Au menu, présentation de vœux, déjeuner, le tout couronné par une soirée riche en musique. Les populations sont sorties en grand nombre pour vivre ce moment festif. Témoin, Kader Sogodogo. Début d'année aux allures de retrouvailles entre Guillaume Soro et la population de Bouaké. Le patron du Parlement ivoirien, faut-il le rappeler, a longtemps vécu dans cette partie du pays. C'est donc autour d'un déjeuner avec les autorités politiques et administratives et les représentants des différentes couches de la population que Guillaume Soro présente ses vœux. Je souhaite à chacune et à chacun de vous que l'année 2016 soit une année de bonheur pour chacune et pour chacun. Une année de prospérité, une année de santé pour tous, une année où les angoisses vont disparaître, une année où nos jeunes, nos fils, jeunes frères auront leur premier emploi. Des vœux réciproques. Ce sont les chefs de communauté et le Forum des religieux qui ont présenté les vœux des populations au président de l'Assemblée nationale. Appeler ses parents pour venir partager un repas, en tout cas, c'est le signe de la cohésion sociale, c'est le signe de la solidarité, c'est le signe de l'unité nationale et c'est le signe du vivre ensemble. Vœux de santé, de réussite dans toutes vos entreprises et que Dieu ait sa main sur vous, vous assiste dans la mission qui vous a été confiée afin que cette mission soit une réussite totale pour vous. Dans la soirée, c'est avec de la rumba distillée par Djipé Mpiana et son orchestre Wenge Musica que la fête s'est poursuivie. Bouaké peut aussi se réjouir d'abriter désormais un abattoir moderne, une avancée hygiénique avec la perspective de voir la viande servie dans de bien meilleures conditions. L'infrastructure comprendra, outre l'abattoir, une boucherie et un parc à bétail. La viande sera à prix réduit et des emplois seront créés. Des précisions faites par Soro Corona et Charles Tatou. Boucherie du Grand Marché de Bouaké. Étal vieillissant, mal entretenu et aucune protection pour la viande prête pour la consommation. Koulibaly Thérèse n'a que cette boucherie pour se ravitailler en protéines animales. La boucherie ne répond pas aux normes d'une boucherie normale. On est obligé d'acheter. Comme on ne peut pas aller ailleurs, on vient acheter et puis on s'en nettoie bien avant de préparer. Comme la boucherie, l'abattoir de la ville de Bouaké ne répond plus aux normes d'une infrastructure moderne pour l'abattage des bêtes. Les populations de la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire souhaitent la réhabilitation de l'abattoir existant ou la construction d'un autre plus adéquat et approprié. On a des appréhensions, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse s'il n'y a pas un abattoir digne de ce nom? C'est le seul coin qui fournit la viande dans la commune de Bouaké. Nous souhaitons que l'administration, soit l'État de Côte d'Ivoire, vienne en aide à la commune de Bouaké. Ce vœu est désormais une réalité. Un nouvel abattoir vient de sortir de terre avec des équipements remplissant les conditions d'un équarrissoir moderne. Le minimum est déjà fait.
Il y a l'hygiène, il y a le carrelage, il y a l'aide d'abattage, il y a le parc. Et en tout cas, ça répond aux normes. Que le service vétérinaire sera là de jour comme de nuit pour quand même veiller à ce que les conditions d'abattage, l'inspection soient respectées pour que la population ne soit pas intoxiquée. Les élus locaux ont soutenu cette initiative qui va offrir de la viande de qualité aux populations. Avec cet abattoir, ce sont au moins 10 emplois directs et une vingtaine indirects qui verront le jour. Le promoteur de ce lieu entend réduire le prix du kilogramme de la viande afin de permettre à tous de consommer la viande de bœuf. Je trouve que la viande est trop chère sur le marché. Donc c'est une manière pour moi de casser le prix de la viande. Je vais diminuer la viande surtout. La viande coûte combien 2200, 1900, 300 francs de moins. Cette infrastructure est composée d'un abattoir, d'une boucherie moderne et d'un parc animalier. Je vous le disais en titre, l'année ne pouvait pas mieux débuter pour les automobilistes. Le litre du super a encore chuté depuis le 1er janvier. Il est passé de 620 à 600 francs CFA, soit une réduction de 20 francs CFA. Le litre du gasoil reste, lui, inchangé à 570 francs CFA. Les précisions d'Adama Kone. Début d'année heureuse pour les automobilistes, du moins ceux qui utilisent le super. Depuis le 1er janvier 2016, le litre d'essence super à la pompe en Côte d'Ivoire est passé de 620 à 600 francs CFA, enregistrant une baisse de 20 francs CFA. De quoi réjouir les usagers de la route. C'est une décision salutaire et il faut mettre à l'actif du gouvernement. C'est une bonne nouvelle pour le peuple, donc c'est nous qui en bénéficions. Si ça continue, en tout cas, nous on ne peut qu'être contents. Le gouvernement fait des efforts, mais il peut faire mieux. Le compteur reste statique au niveau du gasoil à 570 francs CFA. De janvier 2015 à janvier 2016, le litre du super est passé de 690 à 600 francs CFA, soit une réduction de 90 francs CFA sur toute l'année. Le litre de gasoil a été réduit au cours de la même période de 20 francs CFA, passant de 590 à 570 francs CFA. Ces changements de prix par le gouvernement ivoirien sont la conséquence du mécanisme d'ajustement automatique des prix du carburant à la pompe par rapport au cours sur le marché international. 12 heures après le jour de l'an, les travailleurs se sont-ils remis de l'euphorie et la fièvre des fêtes? C'est pour répondre à cette interrogation que l'une de nos équipes a effectué une visite inopinée dans certaines administrations et chez des particuliers pour constater justement l'effectivité ou non de la reprise des activités. Constat. Après une débauche d'énergie pendant les fêtes de fin d'année ou des moments de réjouissance parfois arrosés, la reprise est difficile. Kambéré Sanson, couturier, n'a pas vraiment le cœur à l'ouvrage. Il est à son atelier pour honorer certains rendez-vous manqués. C'est pas fonctionnel, mais ici venir par rapport à parce que ça ne marche pas, on est obligé pour venir. Si on reste à la maison aussi, il y a les clients aussi qui peuvent venir. Nous a manqué aussi. Ça croit qu'on est venu pour faire un peu. Rosalie Assi, coiffeuse, n'a pas réalisé un bon chiffre d'affaires lors des fêtes. Elle reprend ses activités dans l'espoir de compenser le manque à gagner. Comme ça n'a pas marché, donc il faut faire un travail de rester à la maison. On va rattraper ce qu'on n'a pas pu avoir le 31. Dans les maquises et restaurants, les tenanciers sont ravis de retrouver presque tous leurs clients. Il n'y a pas d'affluence ici. Aujourd'hui, ça va. Tout ça a du monde dans la salle, donc on a bien repris. Ça va bien. Les agents techniques de la mairie d'Adjamé sont aussi à la tâche. Nous avons trouvé la brigade de contrôle des taxes en plein service. C'est un contrôle de routine, comme on a l'habitude. C'est vrai qu'on est en fin d'année, mais il se trouve qu'il y a quelques retards encore sur le terrain. Parce qu'il y a des contribuables qui n'ont pas fini de se mettre à jour. Donc on vient, on contrôle. Et puis on profite de ce contrôle. Pour ceux qui ne sont pas à jour, on les oblige à se mettre à jour. Dans les différents ministères et administrations, les agents sont à leur poste. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative était d'ailleurs en séance de travail avec ses collaborateurs. En principe, aujourd'hui, 4 janvier, j'étais censé être encore permissionnaire. Mais j'ai considéré qu'il fallait être là. C'est la promesse que j'avais faite aux collaborateurs du cabinet. Au ministère des Transports, la même détermination affichée. La reprise est totale, quoi. Tout le monde est présent. Le travail a repris parfaitement. On a enregistré plus de 3 courriers ce matin.
On peut le dire sans risque de se tromper. La reprise des activités dans l'administration et chez les particuliers est une réalité ce lundi 4 janvier, premier jour de travail après les fêtes de fin d'année. Comme annoncé, nous sommes en direct de Berlin, au téléphone avec l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, l'ambassadeur Adom Kakou. Vous nous en direz un peu plus sur la mystérieuse mort de l'international ivoirien Steve Gohori, dont le corps sans vie a été retrouvé il y a quelques jours dans le Rhin, près de Düsseldorf. Adom Kakou, bonsoir. Bonsoir. Alors, Steve Gohori, je le disais tantôt, a disparu depuis le 12 décembre. Ces dernières 72 heures, des informations font état de la découverte du corps sans vie de l'homme. Est-ce que vous confirmez l'information? Tout à fait, je confirme en effet le décès de notre compatriote Steve Gohori. En effet, notre compatriote âgé de 34 ans a été retrouvé mort le 2 janvier 2016 dans le Rhin à Krefeld, dans le Land de Hesse, dans la banlieue de Düsseldorf. Aujourd'hui, la grande question... Les circonstances exactes de son décès restent toutefois élucidées, tant les informations glanées ça et là nous paraissent contradictoires. Ça veut dire qu'à ce jour, les circonstances de la mort de l'international ivoirien n'ont pas encore été établies? Non, pas encore. Et la police poursuit son enquête. Ce que je peux vous dire, c'est que le rapport d'autopsie ne laisse apparaître nulle trace de violence ni de substances psychotropes et autres. Et jusqu'à quand on sera situé? Que vous avez une idée? Écoutez, l'enquête se poursuit et je ne peux pas vous dire exactement quand est-ce que nous aurons le résultat de l'enquête. Ce qui est sûr, c'est que nous mettons la pression sur à la fois la police et le consulat de France qui penche cette affaire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre compatriote est également français. Il a été enregistré en France sous le passeport français, et donc ses parents, en apprenant sa disparition, avaient directement saisi le consulat de l'ambassade de France à Francfort. En tout cas, merci à vous, Excellence Adom Kakou, ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Je peux quand même vous donner un peu des commentaires que j'ai recueillis. Oui. D'abord, celui de son corps, le TSV Steinbach, ensuite celui de la compagne du joueur, et enfin l'attitude de la famille de M. Gohori. En effet, selon les responsables du club de Steinbach, de 4e division, club de 4e division dans la Bundesliga, le joueur aurait manifesté le désir de se rendre en famille en France le 12 décembre 2015, après un arbre de Noël organisé par le club. Le joueur n'étant pas revenu à l'entraînement et ayant eu l'assurance qu'il n'était pas non plus arrivé à destination, eh bien, le club a alerté la police de Francfort. Et nous avons pu joindre également la compagne de notre compatriote qui nous a appris que ce que raconte la presse allemande et la version du TSV Steinbach était erronée. Elle se trouvait elle-même le jour de la disparition de M. Gohori chez une de ses amies à Munich en Bavière. M. Gohori aurait pris soin de l'appeler d'abord, puis d'appeler sa mère à elle, à partir du téléphone fixe de leur domicile. Elle a ajouté qu'il aurait tenu des propos incohérents, sans entrer dans les détails naturellement, à la question de savoir si M. Gohori consommait de la drogue ou s'il avait une addiction à l'alcool. Elle a répondu par la négative. Tout au long des échanges, la concubine de M. Gohori, qui est par ailleurs étudiante, fait preuve d'une sérénité étonnante. Et j'aurais eu des doutes si je ne venais pas d'apprendre ce soir qu'elle a été hospitalisée pour cause de dépression. D'accord. Monsieur Adom Kakou, merci beaucoup pour toutes ces révélations. La mère de M. Gohori vit en France. Elle est de nationalité française elle aussi. De même que son beau-père, je crois que sa mère s'est remariée. Et ils sont d'ailleurs arrivés hier soir et ont saisi directement l'ambassade de France.
Moi-même, j'ai dépêché un de mes collaborateurs très tôt ce matin, le docteur Laurent Blé, responsable de la communication des Ivoiriens de la circonscription diplomatique, pour les assister, entrer en contact directement avec le consulat de France et obtenir de plus amples informations quant au décès de notre compatriote. D'accord, on vous a bien compris, on aura l'occasion de vous recontacter certainement pour avoir de plus amples informations sur la suite de cette affaire. Quand même en avoir le cœur net, et donc mon collaborateur, dès ce soir même, va nous donner un certain nombre d'informations que je me ferai le devoir de transmettre aux autorités à Abidjan. C'est bien noté. Merci beaucoup pour toutes ces précisions faites dans ce journal au sujet de l'international ivoirien Steve Gowori, qui avait disparu et dont le corps sans vie a été retrouvé dans le Rhin, près de Düsseldorf. Nous étions en ligne donc avec l'ambassadeur Adam Kakou, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en Allemagne. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, l'Afrique du Sud devrait être suspendue de l'African Growth Opportunity Act, AGOA, ce jour même. Cette suspension interviendrait suite au non-respect de l'ultimatum de 60 jours fixé par le président américain Barack Obama le 5 novembre dernier. Ce dernier avait ainsi exprimé son exaspération face à Pretoria, qui n'avait pas respecté son engagement à ouvrir son marché aux exportations américaines de volailles et de viande de bœuf. Après de longues discussions ponctuées de menaces relatives au renouvellement de l'AGOA, Pretoria avait décidé de lever les barrières tarifaires qu'elle applique aux volailles en provenance des États-Unis depuis l'an 2000 afin de préserver leur marché. Après avoir rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran, l'Arabie saoudite va adopter de nouvelles sanctions contre son grand rival du Moyen-Orient, l'Iran. Annonce faite ce lundi par le ministre des Affaires étrangères du Royaume, Adel Al-Jubeir. Les relations commerciales et les liaisons aériennes entre les deux pays seront suspendues et les Saoudiens seront interdits de séjour en Iran. 48 heures, c'est le temps que Riyad donne à la représentation diplomatique de l'Iran pour quitter son sol. Le pays accuse l'Iran de n'avoir rien fait pour empêcher les violences contre son ambassade à Téhéran et son consulat à Machhad. Des violences qui auraient fait partir en fumée une bonne partie de son ambassade. Pour Riyad, ces agressions ne datent pas d'aujourd'hui. Le régime iranien a un historique long de violation des missions diplomatiques étrangères, comme par exemple l'occupation de l'ambassade américaine en 1979 ou l'attaque sur l'ambassade britannique en 2011 et enfin, hier, l'agression contre l'ambassade du Royaume à Téhéran et de son consulat général à Machhad. Les faits. Ce 3 janvier, 46 personnes, dont un dignitaire chiite saoudien, toutes accusées de terrorisme, sont exécutées par Riyad. Un crime à la guillotine que Téhéran promet venger. Son allié le Hezbollah lui estime que le masque est tombé. Plus que jamais, cela montre le vrai visage de l'Arabie saoudite au monde. Un visage despotique, criminel, terroriste et sacrifiste. Il faut faire attention à ce que ce sujet ne se transforme pas en sujet sunnite-chiite. C'est la deuxième fois que le cordon diplomatique est rompu entre l'Iran et l'Arabie saoudite. La première a duré 4 ans, de 1987 à 1991, suite aux affrontements sanglants entre pèlerins iraniens et forces saoudiennes à la Mecque en 1987. Les brouilles diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite remontent à la période de la révolution islamique iranienne en 1979. Depuis, la relation entre les deux pays évolue en dents de scie. C'est la fin de ce journal. Sachez que demain aura lieu la cérémonie de présentation de vœux au président de la République, présentation de vœux des corps constitués au chef de l'État. Ce sera à 10h au Palais présidentiel. Dans moins d'une demi-heure maintenant, retrouvez toute l'équipe de RTI Sport dans le Lundi Sport, dans une présentation de Benson Piraka. À 23h pour le journal, vous avez rendez-vous avec Hamza Diaby. Moi, je vous dis à demain, 20h. Excellente soirée sur RTI 1.